Dès le néolithique, les hommes pratiquaient le brûlis, parce qu'ils avaient constaté que les récoltes suivantes étaient plus vigoureuses. À partir de l'Antiquité, on retrouve des écrits détaillant la théorie scientifique de l'époque. On pensait alors que l'action thermique du feu purifiait le sol en repoussant les impuretés dans les profondeurs de la terre. L'interprétation du phénomène était erronée, mais la pratique fonctionnait. Le feu transformait les végétaux brûlés en apports, qui une fois intégrés au sol, devenaient disponibles pour les plantes. Pendant des millénaires, et sans le secours de la science moderne, l'homme a réussi à domestiquer le vivant et à perfectionner ses cultures. On a souvent fait les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. L'amateur de plantes d'ornement agit aujourd'hui souvent avec une intuition héritée du passé, en posant des mots parfois scientifiquement erronés, mais avec un geste qui, lui, est juste. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir mettre des noms sur ces mécanismes. Comprendre le pourquoi scientifique ne remplace pas le savoir-faire. Cela permet simplement d'affiner nos gestes pour ne plus rien laisser au hasard. Vous êtes sur Minibob Abalien et je vous souhaite un bon visionnage. On a souvent l'habitude, pour le monde animal, de raisonner en termes d'organes bien distincts. Que l'on soit une plante ou un humain, nous partageons tous la même architecture de base. Nous sommes un assemblage de petites unités vivantes collées les unes aux autres, les cellules. Au fond, nous sommes que des tas de cellules, mais un tas incroyablement bien organisé. Pour une plante, il est difficile d'expliquer comment elle vit sans descendre directement à cette échelle cellulaire. Par exemple, un animal capte la lumière et règle son cycle circadien grâce à des organes bien précis, son œil et son cerveau. Pas besoin de descendre à l'échelle cellulaire pour avoir une explication satisfaisante. Mais pour une plante, tout se passe à l'intérieur de chaque cellule qui reçoit la lumière, grâce à une protéine qui change de forme dès qu'un rayon de soleil la percute, pour lui dire s'il fait jour ou nuit. Cette protéine, que l'on appelle phytochrome, est dite alors dans un état actif et va interagir avec les différentes parties de la cellule pour déclencher plein de mécanismes et notamment régler son cycle circadien. Au fond, une plante, c'est avant tout un immense réseau où tout communique de cellule à cellule. On va donc survoler l'anatomie cellulaire pour comprendre, par exemple, entre autres, comment les hormones pilotent la croissance ou la dormance de l'adénium. Pour décrypter tout ça, on va s'appuyer sur des animations. Et j'ai bien conscience que je ne vais pas me faire repérer par les studios Pixar, mais on va aussi s'appuyer sur des observations que j'ai filmées moi-même avec les moyens du bord. Tout cela nous permettra d'aborder des applications réellement pratiques et concrètes en fin de vidéo, qui nous permettront peut-être d'encore mieux chouchouter nos petits adéniums. L'adénium étant particulièrement bien adapté au climat semi-aride de son environnement natif d'origine, il a un cycle de vie qui alterne entre dormance sans feuilles lors des périodes sèches et croissance foliaire durant les saisons humides. L'adénium stoppe sa phase végétative pour entrer en dormance en cas de diminution de la photopériode ou de baisse de la luminosité et des températures, mais il réagit surtout au manque d'eau. Dans la vidéo sur la dormance, nous avons vu qu'au niveau des racines, le manque d'eau déclenche la synthèse d'une hormone qui est véhiculée dans toute la plante. L'ABA, aussi appelé acide abscisique. Une hormone est un messager chimique qui est capable d'engendrer des réactions à distance. Nous avons vu que lorsque l'ABA arrive au niveau des feuilles, il pénètre à l'intérieur des cellules de celles-ci pour organiser un grand recyclage, avant de littéralement les faire tomber. En effet, lorsque les conditions deviennent trop arides, les feuilles deviennent un réel handicap pour l'adénium. Alors quand l'acide abscisique pénètre les cellules des feuilles, il se lie à des récepteurs spécifiques à l'intérieur de celles-ci, ce qui provoque, dans le but de limiter la perte d'eau, la fermeture des stomates. Les stomates sont des ouvertures microscopiques sur les feuilles qui permettent les échanges gazeux
et par le phénomène d'évapotranspiration de créer une dépression dans les xylèmes, ce qui fait circuler et monter la sève jusqu'aux feuilles. Mais si la sécheresse se prolonge, l'acide abscisique continue d'affluer à l'intérieur des cellules des feuilles et donc de se lier aux récepteurs spécifiques, et cela engendre une cascade de réactions qui conduit à la production de la chlorophyllase. La chlorophyllase est une enzyme qui vient dégrader la chlorophylle pour la réduire en différents éléments assimilables par l'adénium. C'est pour cela que les feuilles jaunissent et sèchent d'abord par la pointe pour que l'assimilation reste possible par la partie restée vivante de la feuille. Ces éléments vont alors contribuer à la confection des réserves du codex en vue de la dormance et de la reprise de la phase végétative lorsque les conditions propices seront revenues. Puis tout cela engendre la production d'une autre enzyme, la cellulase, qui va venir dégrader l'abscisse des feuilles. Et c'est ainsi que l'adénium se débarrasse de ses feuilles. Mais le rôle de l'acide abscisique ne s'arrête pas là, et c'est ce que nous allons voir d'ailleurs. Mais avant ça, nous allons apporter des précisions pour ne laisser personne derrière. Puis, nous allons aller regarder pour de vrai quelques éléments que nous avons vus pour l'instant que par le biais des animations. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà bien ces notions, mais je pense que pour d'autres, l'univers de la cellule peut paraître un peu abstrait. D'ailleurs, nous avons parlé des enzymes, et pour me faciliter les animations, je les ai représentées par des sortes de petits Pac-Man, comme on peut souvent les voir d'ailleurs. Or, les enzymes ne sont absolument pas considérées comme du vivant, ce sont de simples outils moléculaires, et une enzyme est presque toujours une protéine spécialisée qui déclenche une opération chimique précise et ressort intacte à la fin de cette opération, prête à recommencer le même processus avec de nouvelles molécules identiques aux premières. Les enzymes sont facilement reconnaissables dans les conversations parce qu'elles terminent tout le temps par le suffixe ase. Il existe donc des enzymes qui séparent les molécules, d'autres qui les lient ensemble et qu'on représente parfois par un petit aimant. Puis il y en a d'autres qui s'occupent de transférer des molécules et sont capables d'assembler de très longues chaînes. Et les différentes catégories d'enzymes ne s'arrêtent pas là. On ne peut évidemment pas voir ce genre de molécules qui sont à l'échelle nanométrique avec un simple microscope optique, mais on peut parfaitement aller observer des cellules végétales qui, elles, sont à l'échelle micrométrique. Promis, nous allons aller voir de véritables cellules d'adénium, mais avant, nous allons utiliser d'autres végétaux dont la structure facilite la visualisation de ce que nous avons vu dans les premières animations. En effet, certaines espèces se prêtent mieux que d'autres à la mise en lumière de certains organites. Les organites sont un peu les organes de la cellule. Et nous allons utiliser l'oignon rouge pour bien voir le noyau. Et grâce à des feuilles de chlorophytum, nous aurons peut-être la chance de pouvoir observer des stomates. En plus, comme ça, par simple comparaison, on pourra mettre en évidence quelques subtilités propres à l'adénium. L'oignon rouge est idéal car l'absence de chlorophylle offre une transparence parfaite pour pouvoir observer le noyau. Mais il faut encore arriver à prélever une couche de tissu qui ne soit composée que de l'épaisseur d'une seule cellule. C'est plutôt réussi et je vais enfin pouvoir vous montrer des cellules grâce à un petit système D qui me permet de transformer mon simple microscope optique en microscope à sortie numérique. Avec un microscope optique, on peut jouer avec la profondeur de champ. Les cellules semblent plates, mais en fait, c'est un véritable volume en 3D. En ajustant la molette du microscope, on fait passer notre échantillon à travers différentes couches de la zone de netteté, ce qu'on appelle aussi le plan focal. À la façon d'un scanner, on peut ainsi balayer en profondeur la cellule. Sur cette image, on voit bien le contour des cellules, ainsi que leur noyau. La visibilité au microscope optique sans colorant repose avant tout sur la déviation de la lumière, due aux différences de densité. À ce stade de la mise au point, le noyau agit comme une véritable lentille convergente, créant cet aspect de perle translucide. En ajustant la netteté, on fait descendre le plan focal, et cet aspect granuleux que prend le noyau, c'est en fait de l'ADN.
En effet, l'ADN n'adopte sa forme caractéristique de X uniquement lors de la division cellulaire. Mais la plupart du temps, lorsqu'il travaille à la transcription des gènes, il est dans une forme déroulée ou décondensée que l'on appelle chromatine. La concentration de chromatine étant variable dans le noyau, elle dévie la lumière, la rendant visible. Il y a de grandes chances que les points plus sombres soient des nucléoles, des zones de densité maximale d'éléments participant à la transcription de l'ADN en ARN. Les cellules végétales sont délimitées par une membrane plasmique, doublée d'une paroi cellulosique, que l'on appelait paroi squelettique avant les années 2000. C'est ce qui confère une certaine rigidité à la cellule végétale par rapport à la cellule animale. Cette paroi squelettique est composée de cellulose mêlée à de la pectine. Selon les espèces et les endroits de la plante, on peut y trouver d'autres composants. Par exemple, dans l'épiderme du codex de nos adéniums, on peut trouver de la subérine, qui n'est rien d'autre que du liège. Ici, il est disposé en fines couches, afin de servir d'isolant. Mais on n'en a pas fini avec notre cellule, et le milieu entre le noyau et la membrane plasmique, c'est le cytoplasme. On peut y voir comme de la poussière, ce sont les nombreux organites, trop petites pour être visibles, mais dont l'accumulation vient troubler la transparence du milieu. Et maintenant, on va aller voir un élément important des animations. Grâce à un échantillon de feuilles de chlorophytum, on va pouvoir observer des stomates. Déjà, on peut remarquer que les cellules de feuilles sont beaucoup moins transparentes que les cellules de l'oignon. En effet, il y a une foultitude d'organites qui nous empêchent d'ailleurs d'observer le noyau. Mais on y reviendra. Pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est des stomates. Et vous ne les voyez peut-être pas, mais moi j'en distingue déjà deux sur cette image. Voilà donc le siège des échanges gazeux, composé de plusieurs cellules, beaucoup plus petites que les cellules autour d'elles. Ces sortes de petites bouches apparaissent fermées sur cette image. Mais il a suffi que je m'absente quelques minutes, et à mon retour, un des stomates s'était ouvert. Et comme j'ai dézoomé sur cette image, on peut même en voir un troisième. En passant au grossissement 400 fois, on peut même distinguer les différentes cellules qui le composent. On ira voir ça aussi chez l'adénium, et sans être fondamentalement différentes, les cellules de l'adénium ne sont vraiment pas rigoureusement identiques. Alors, on a vu que le cœur du noyau des cellules était occupé par l'ADN, qui ne se retrouve dans sa forme caractéristique en X que durant la division cellulaire. Le reste du temps, il est dans une forme déroulée ou décondensée que l'on appelle chromatine. Dans cet état, l'ADN peut s'exprimer et donner des instructions au reste de la cellule. La double hélice de l'ADN est souvent représentée par une sorte de petite échelle, au milieu desquelles on retrouve ce qu'on appelle des bases azotées, que l'on note par des petites lettres. Ce sont en fait les initiales de 4 composés organiques très riches en azote. Et c'est ça le code génétique. Nous avons inventé le langage binaire pour nos ordinateurs, et la vie a inventé un code en base 4 il y a 3,8 milliards d'années. Pour se développer, la plante a besoin de multiplier ses cellules et du coup de dupliquer son ADN. On vient de voir que l'ADN était très riche en azote, mais aussi en phosphore. La seule façon pour la plante de se procurer ces éléments, c'est de les puiser parmi les nutriments du sol. C'est pourquoi en pot, les plantes ont besoin d'engrais. En phase végétative, la plante doit activer des gènes responsables de la croissance. Pour cela, la plante attend un signal afin de libérer des facteurs de transcription qui ciblent des gènes spécifiques à activer. Ce signal est donné au niveau des bourgeons et des jeunes feuilles lorsque les températures et la lumière sont suffisantes. C'est dans ces parties que la plante synthétise alors une hormone dite de croissance, la gibberelline, qu'on notera tout simplement G pour nos animations. Les facteurs de transcription ne sont pas libres dans le noyau, mais ils sont associés à une protéine qui les retient. La gibberelline n'étant qu'une hormone, c'est juste un messager chimique. Elle doit s'unir à un récepteur spécifique pour former un complexe actif. Et à ce moment-là, les facteurs de transcription responsables de la croissance sont libérés, et la plante peut enfin gagner en envergure. Seulement voilà,
en cas de manque d'eau. Nous avons vu que l'adénium synthétise une hormone antagoniste, l'ABA, l'acide abscisique, qui fait tomber les feuilles de l'adénium, mais qui est aussi responsable de bon nombre de mécanismes liés à la dormance. En débarquant dans les cellules de l'adénium, il se fixe à des récepteurs à l'intérieur même du noyau. Et cela déverrouille l'activation de gènes responsables de la production de protéines protectrices. Ces dernières viennent entourer le complexe du facteur de transcription pour l'empêcher d'être reconnu par la gibberelline. Ainsi, les gènes responsables de la croissance sont inhibés et mis au repos. Au fil des mois, la plante produit de moins en moins d'acide abscisique et le bouclier de protection autour des protéines de croissance n'est donc plus entretenu. La plante devient alors extrêmement vulnérable à la moindre apparition de la gibberelline. Et même sans eau du tout, votre adénium finit par se réveiller plus ou moins tout seul. Son verrou interne est devenu tellement fragile au bout de 6 mois qu'il ne demande qu'à sauter pour relancer la machine. Nous avons vu comment fonctionne la gibberelline, l'hormone de croissance, et l'acide abscisique, l'hormone du stress. Mais il ne faut absolument pas voir cela comme un système en tout ou rien. Il ne s'agit pas d'un bouton on-off sur lequel on appuie. Ces deux hormones sont en fait toujours présentes simultanément dans la plante, qu'elles soient en dormance ou en pleine croissance durant la phase végétative. Concrètement, cette bascule physiologique repose sur un arbitrage permanent, une véritable balance hormonale. D'un côté, la gibberelline attend le signal de la lumière et de la chaleur pour impulser la croissance. De l'autre, l'acide abscisique veille, prêt à plonger la plante en dormance dès que le stress hydrique se fait sentir. Mais ce ne sont pas les deux seules hormones qui entrent en jeu. En effet, lorsqu'on arrose, l'eau pénètre les racines et monte par le phénomène d'évapotranspiration, ou en sortie de dormance, l'eau pénètre par simple osmose, ce qui pousse aussi la sève jusqu'au bourgeon, et cette arrivée d'eau au niveau des racines déclenche la synthèse d'une autre hormone, la cytokinine. La cytokinine monte avec la sève jusqu'au point de croissance, ce qui déclenche la production d'une enzyme, la B8 hydroxylase, qui catalyse la dégradation de l'acide abscisique. C'est un coup de grâce à la dormance et un véritable nettoyage hormonal, ce qui laisse le champ libre à la gibberelline pour aller activer tous les gènes responsables de la croissance. Pour respecter son cycle hormonal, il est donc important de ne pas du tout arroser l'adénium durant les 6 mois de la dormance. Et je comprends bien que beaucoup n'apprécient pas de voir le codex de leur rose du désert se dégonfler et flétrir, mais si l'adénium a été correctement entretenu durant la phase végétative, avec un arrosage suffisant, il n'y a aucune raison pour qu'il se dégonfle comme une cornemuse après la fête de la Saint-Patrick. Avec des arrosages trop espacés durant la phase végétative, votre adénium est en permanence en train d'hésiter entre dormance et croissance. Cela se traduit par la perte prématurée de feuilles, qui jaunissent et sèchent d'abord par la pointe. Ça fait des adéniums avec des branches très dégarnies toute la belle saison, qui font de magnifiques floraisons de survie d'ailleurs, mais pour qu'une dormance soit vraiment efficace, il faut qu'il y ait un véritable contraste hormonal. Une plante qui a une croissance optimale possède un métabolisme qui fonctionne à plein régime. Lorsqu'elle reçoit les signaux de dormance, baisse de la luminosité et de la photopériode, la bascule vers l'acide abscisique est nette et brutale, surtout au moment où vous stoppez l'arrosage. Un adénium qui a manqué d'eau tout au long de l'été a déjà produit beaucoup d'acide abscisique par intermittence. Il n'est jamais vraiment monté en puissance. Sa transition vers l'hiver est floue. Il entre en dormance alors d'une façon moins franche, ce qui rend cette période beaucoup moins bénéfique. Lorsque les fluctuations hormonales sont trop fréquentes, la plante subit une désensibilisation des récepteurs cellulaires et devient littéralement sourde aux signaux hormonaux. Et dans ce cas, certains n'ont plus d'autre choix pour placer leur adénium en dormance que de les placer dans un endroit qui frôle avec les limites de rusticité.
Il force alors leur rose du désert au repos par le froid, alors que dans son milieu naturel, l'adénium n'a besoin que de la sécheresse pour entamer son repos végétatif. On entend encore souvent dire qu'une plante qui entre facilement en dormance est une plante fatiguée. Cette analogie anthropomorphique ignore totalement la réalité biologique. Un métabolisme performant n'épuise pas du tout l'adénium. Au contraire, il l'arme pour l'hiver. Après, j'ai cru comprendre que certains arrosaient un peu leurs adéniums même durant la dormance, parce qu'ils pensent que les radicelles vont mourir, et en restant dans le substrat, elles vont déclencher des attaques fongiques au moment de la reprise de l'arrosage. Et là, on est encore une fois en plein dans les explications scientifiquement erronées dont on parlait dans l'introduction, sauf qu'en plus, celle-ci n'est même pas accompagnée par le bon geste. Bien au contraire, c'est un mythe total, c'est une vision héritée du passé basée sur une observation simpliste. Ça fait très longtemps qu'on connaît bien le phénomène de l'abscission racinaire. En fait, les plantes se débarrassent régulièrement de leurs plus petites racines en recyclant les nutriments de leurs cellules, ne laissant que l'enveloppe cellulosique vide dans le substrat. Si vous n'êtes pas en substrat uniquement minéral, votre substrat est déjà essentiellement composé de cellulose. Par contre, en arrosant une plante qui a son métabolisme à l'arrêt, vous créez les conditions favorables à l'apparition de la pourriture que vous vouliez justement éviter. L'abscission racinaire se produisant tout au long de la phase végétative et même en été, ce n'est donc pas elle qui pose problème à la reprise de l'arrosage en fin de dormance. Le problème, c'est toujours l'eau qui stagne dans le pot, lié au fait que certaines années et pour certaines régions, l'arrosage peut se révéler délicat au mois de mars. En effet, on arrose toujours plus ou moins en fonction de la surface foliaire et des conditions météo. Au mois de mars, les températures à l'intérieur peuvent sembler idéales, la luminosité revient en force et pourtant il arrive que ça coince. Et cela est dû à un facteur qui est souvent oublié par les amateurs de plantes d'ornement. Et ce facteur, c'est l'hygrométrie. La hausse des températures s'accompagne souvent d'une hausse de l'humidité qui peut être vraiment très forte, et ce taux d'humidité finit toujours par s'équilibrer avec l'atmosphère qui règne à l'intérieur de votre maison. Et comme l'évapotranspiration repose sur le gradient de pression de vapeur, c'est-à-dire que lorsque la plante ouvre ses stomates, l'eau de la plante est naturellement attirée vers l'air parce qu'il est plus sec, mais si l'air est déjà saturé d'humidité, ce transfert s'arrête net. Et la sève ne circule plus. C'est ce qu'on appelle un défaut d'évapotranspiration. Votre adénium est littéralement en panne. Et si vous aviez déjà bien arrosé avant parce qu'il faisait vraiment beau, et même si votre substrat est redevenu sec, vous constatez que vos feuilles jaunissent uniformément et deviennent molles. La sève ne circulant plus, c'est l'asphyxie cellulaire, et comme l'eau ne circule plus, c'est carrément la cytolyse. Les cellules éclatent, et quand le phénomène a commencé, il s'étend aux cellules voisines de la feuille. Et du coup, il y a souvent un retard avant que le cultivateur s'en rende compte. En continuant d'arroser une plante dont le moteur a calé, il sature des racines qui absorbent l'eau passivement par osmose dans un substrat qui devient de plus en plus spongieux, et il crée les conditions idéales pour le développement des champignons pathogènes. Les spécimens plus vieux sont souvent moins touchés par le problème, parce que leur codex plus mature agit comme un véritable vase d'expansion. Ils sont alors capables de faire redescendre le surplus d'eau des feuilles pour le stocker dans celui-ci. Si vous constatez ce genre de jaunissement des feuilles, il est alors urgent d'arrêter d'arroser, et dans ce cas, si les conditions météorologiques ne s'améliorent pas, vous pouvez tenter de forcer l'évapotranspiration en faisant circuler l'air grâce à un ventilateur, ou avec un tapis chauffant qui va créer un courant de convection sous les feuilles, là où se concentrait la majorité des stomates. C'est pour profiter de ce courant d'air que les habitants des zones tropicales placent leurs adéniums essentiellement dehors. Et c'est aussi pour ça que les cultivateurs les plus patients et les plus sages attendent en France métropolitaine souvent le mois d'avril avant d'arroser copieusement. Étant accro à la croissance de mes plantes, je suis un vrai excité de la reprise et je commence l'arrosage de mes adéniums courant mars, tout en scrutant la météo. Évidemment, dans ces conditions, il arrive qu'il y ait des excès, d'ailleurs j'ai des photos de feuilles qui le prouvent, alors je mise sur un cocktail de micro-organismes en guise de garde-fou, avec des bacillus, des arthrobactères et du trichoderma, en plus d'un substrat avec de l'endomycorhize, pour lutter contre d'éventuelles attaques fongiques. Cette armée microscopique vient coloniser la zone racinaire pour former un rempart actif contre les mauvaises bactéries et les champignons.
comme le fusarium, le phytophthora et le pythium. L'arthrobactère sature l'espace et sécrète des enzymes antifongiques pour bloquer spécifiquement le développement du fusarium. Les bacillus créent une barrière physique, le biofilm, tout autour des racines pour empêcher toute intrusion. Le trichoderma, lui, traque et parasite physiquement le pythium et le phytophthora pour les détruire. Évidemment, sur le papier, ça a l'air génial, mais avant tout, plus que de la défense, il s'agit surtout de concurrence pour la rhizosphère. Si je crée des conditions qui étouffent mes bactéries et mes adéniums, je donne l'avantage aux champignons pathogènes. Au final, ces micro-organismes apportent réellement une protection, mais dans la mesure où il n'y a pas réellement de danger. Ce réseau vivant apporte aussi l'avantage de s'attaquer à la nutrition. Il dégrade et rend assimilables des éléments qui sont souvent bloqués dans le substrat. Mais si ces bactéries sont devenues le secret des horticulteurs professionnels sous serre et même des spécialistes de la narco-horticulture, c'est parce que ces bactéries produisent directement au contact des racines de la gibéreline et de l'auxine. À ce stade de la vidéo, j'espère que tout le monde a bien compris que la gibéreline est une hormone de croissance. Tant qu'à l'auxine, nous en avons parlé déjà dans d'autres vidéos concernant la dominance apicale. C'est une hormone ambivalente qui a la propriété d'inhiber certaines parties de la plante, mais elle a surtout l'avantage de déclencher la croissance du réseau racinaire. Même si ce sont des hormones de croissance, mes adéniums ne sont pas non plus prêts à participer au Tour de France. Et ils ne sont pas dopés façon poulet aux hormones. Le mécanisme est bien plus subtil et surtout bien plus sain. Ça n'a rien à voir avec un dopage hormonal qui forcerait la plante jusqu'à l'épuisement, c'est un déplacement du plafond biologique, une manière de repousser les limites de croissance naturelle. En temps normal, la fabrication de sa propre gibéreline représente un coût énergétique important pour l'adénium. Ici, grâce aux bacillus et aux arthrobactères, la plante externalise cette production. C'est un pur principe d'économie. Tout le sucre et le carbone qu'elle ne dépense plus pour produire elle-même ses hormones crée un surplus d'énergie massif. Cette gibéreline exogène, fournie par les bactéries, agit comme une clé. Elle libère réellement les gènes de croissance, à condition évidemment que les températures et la lumière le permettent, tout en offrant à la plante l'énergie nécessaire pour suivre la cadence. On ne la pousse pas à bout, on lève ses verrous énergétiques pour lui permettre de construire ses tissus de façon optimale. Il faut bien comprendre que ce mécanisme est totalement naturel. Ces bactéries sont naturellement présentes dans les terres fertiles. On ne fait alors que recréer une symbiose ancestrale, on apporte les bons alliés pour que la plante fonctionne enfin à son plein potentiel. Chose promise, chose due, nous allons enfin aller voir des cellules d'adénium. Mais avant, même si on ne va pas parler du fonctionnement global de la cellule, il y a quelques organites dont il faut qu'on parle pour pouvoir bien comprendre les plantes et pas seulement l'adénium. On ne peut évidemment pas parler de biologie cellulaire des plantes sans parler de la chlorophylle contenue dans les chloroplastes, ainsi que de leurs partenaires les mitochondries et des autres organites de la famille des plastes. Et celui que beaucoup de gens oublient souvent et qui a réellement une importance capitale chez les végétaux, c'est le vacuole. Beaucoup plus grande que dans la cellule animale, c'est une gigantesque réserve d'eau, de sels minéraux et de nutriments. Lorsque le vacuole est bien rempli, il crée ce qu'on appelle une pression de turgescence. Le codex étant composé de milliards de cellules, c'est le gonflement simultané de toutes leurs vacuoles qui crée une pression interne telle que le tronc devient dur comme de la pierre. C'est aussi à cause de lui que lorsque certaines plantes ont soif, elles n'ont absolument plus aucune tenue. Pour s'orienter vers le soleil, d'autres les gonflent d'un côté ou de l'autre de la tige. C'est un véritable pilotage hydraulique. C'est en vidant rapidement le vacuole de cellules motrices que quelques plantes exceptionnelles mais bien connues sont capables de mouvements stupéfiants, qu'on appelle des nasties. Et c'est aussi ce mécanisme qui est à l'œuvre pour fermer les stomates. Le vacuole des pétales de fleurs peut aussi contenir des pigments. En particulier les pigments rose, bleu, rouge et violet. Lorsque la plante contient des polyphénols pour se défendre contre les herbivores, c'est aussi là qu'elle stocke, parce que ces composés sont en général toxiques aussi pour le reste de la cellule. L'idéal pour observer des chloroplastes, c'est d'utiliser la star des aquariums et des TP des SVT, l'élodée.
Avec des feuilles composées seulement de 2 couches de cellules, elle est parfaite pour l'observation au microscope. Comme c'est une plante d'eau froide, elle n'a pas besoin de beaucoup de lumière ni de chaleur pour mettre en route ses organites. Ainsi, on peut observer la ronde des chloroplastes, qui brassent les nutriments et prennent chacun à leur tour la meilleure place au soleil. C'est ce qu'on appelle le phénomène de cyclose. Même en vitesse réelle, ce mouvement est particulièrement hypnotique. Les chloroplastes sont évidemment le siège de la photosynthèse. Le sucre qu'ils produisent en consommant du CO2 sert autant de matériaux de construction pour la cellule que de carburant converti en énergie de l'ATP par la respiration des mitochondries. Les chloroplastes et les mitochondries possèdent leur propre ADN, car elles étaient, il y a 1,5 milliard d'années, des organismes indépendants. Ces anciennes bactéries ont été phagocytées, à une période où la vie n'était représentée que par des êtres unicellulaires, et elles ont conservé leur propre mode de division par scissiparité. La cellule qui les abrite se contente de répartir ce stock d'organites lors de sa propre division. Les chloroplastes ne sont pas en train de nager dans la cellule. Ils sont en fait tractés par une protéine, la myosine, le long d'un filament d'actine. Les chloroplastes font partie de la famille des plastes et naissent tous d'un stade immature appelé proplaste. Bien qu'ils partagent un ADN identique, ils se différencient selon les besoins de la plante. Au cours de sa vie, le chloroplaste peut changer de fonction. Il devient éthioplaste si la plante est privée de lumière, ou se transforme en chromoplaste pour colorer les fleurs et les fruits. Je ne me lasse jamais de cette observation. Sous la surface immobile des feuilles se cache en réalité une métropole à l'heure de pointe. Chaque cellule devient une ville où les chloroplastes s'élancent sur des autoroutes invisibles. La cyclose se déroule de la même façon chez les plantes terrestres et aussi chez l'adénium. Mais contrairement à l'élodée, l'adénium est une plante de climat semi-aride dont les feuilles sont trop épaisses pour isoler une seule couche de cellules sans matériel de coupe professionnel. Avec un cytoplasme naturellement plus visqueux pour retenir l'eau, ces chloroplastes ne s'activent qu'avec une intensité lumineuse et une chaleur bien plus élevée, dans un mouvement qui reste tout de même beaucoup plus lent. Pour pouvoir observer correctement les cellules de l'adénium, j'ai dû faire plusieurs prélèvements sur différentes parties d'une feuille. Ce qui saute aux yeux lorsqu'on regarde des cellules de son épiderme au microscope, c'est la présence de ces trichomes. Ce sont des poils microscopiques, constitués d'une seule cellule qui s'est différenciée en s'allongeant. Et ça se voit particulièrement bien sur cette image. Ces trichomes microscopiques n'ont rien à voir avec le duvet visible, présent sur les feuilles de certains arabicums. Même s'ils participent plus ou moins à la même mission, briser le vent et protéger la plante de la chaleur. Ils contribuent aussi à la diffraction de la lumière. Beaucoup plus présents sur la surface inférieure des feuilles, ils piègent aussi l'humidité. C'est un bouclier qui protège les stomates. Ainsi, l'adénium peut respirer sans se déshydrater. L'aspect cristallin de ces trichomes au microscope est dû à la cutine, une cire naturelle qui imprègne leurs parois, ce qui rend la feuille hydrophobe par effet lotus. Pour les stomates, j'ai fait un prélèvement sur la nervure médiane, sous la feuille. La nervure médiane est l'axe principal du système vasculaire de la feuille. En concentrant ces stomates à cet endroit, l'adénium place ses points d'aspiration directement sur le flux majeur de la sève. Et c'est un champ de petites bouches prêtes à respirer qui se dévoile, niché au cœur d'une forêt de trichomes. Après une telle immersion dans l'invisible, je ne vois plus mes adéniums de la même façon. Ce qui était petit et caché devient alors géant à mes yeux. Mes plantes si magnifiques semblent s'être transformées en monstres de foire, des créatures sorties tout droit d'un cabinet de curiosité.